La TVT au cœur de l'information. Bienvenue sur la télévision togolaise pour le journal du soir. Tout de suite, le sommaire. Le Togo renforce sa dynamique de garantir l'accès équitable à l'eau potable pour tous. Le pays vient de signer un accord de près de 12 milliards de francs CFA avec le fonds cohésien pour relever ce défi. C'est pour la réalisation du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable de la région de la Kara. Les précisions assurent dans un instant. Des initiatives menées en un an avec des impacts directs sur le quotidien des populations. Le secrétariat d'État chargé du secteur informel et de l'inclusion financière fait le bilan de ses activités devant la presse. Que peut-on noter de ce bilan? Les réponses à suivre. Et puis la fin de la session de coordination interservice de crise à Lomé. Elle a été assurée par des experts français, des agents issus de la police, la gendarmerie, le corps des sapeurs-pompiers, entre autres, ont appris de nouvelles techniques à utiliser en cas de catastrophe ou de crise. Voilà pour les principaux titres. Bonsoir et bienvenue aux 20h. L'eau, c'est la vie, dit-on, mais comment garantir cette denrée à toute la population, surtout en milieu rural? Le gouvernement s'y investit ces dernières années et cette dynamique sera renforcée sur le terrain grâce à l'appui des bailleurs de fonds. 12 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'accord de prêt signé entre l'État togolais et le fonds cohésien ce jeudi. Il devra permettre la réalisation du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable de la région de la Kara. Les documents ont été paraphés ce matin à Lomé. Les précisions de Tchazina Baga. Par cette signature, le fonds cohésien s'engage à mettre à la disposition du Togo la bagatelle somme de 12 milliards de francs CFA sous forme de prêts destinés au financement du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville de Kara et de ses environs. Le gouvernement togolais, pour sa part, s'engage à utiliser à bon escient cette enveloppe pour réaliser dans les règles de l'art cet important projet qui vise à terme à porter le taux de desserte en eau potable de la région de la Kara de 47% actuellement à 80% à l'horizon 2030. Noble ambition donc qui suscite l'adhésion du fonds cohésien à ce projet avec ce prêt. Signing of the loan agreement for the water supply for Kara City and surrounding area project. Cette cérémonie constitue un parcours important dans la relation qui unit le Togo et le fonds cohésien. Nous voulons donc nourrir l'espoir pour un succès de la réalisation de ce projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable. Nous osons croire que cela répondra véritablement à vos attentes et pour le bien-être de nos populations. Identifié comme priorité de l'État togolais et inscrit comme tel dans le plan national de développement, le projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable de la région de la Kara porte sur la construction d'une usine de traitement d'eau à Bafilo, doublée d'un laboratoire d'analyse de l'eau, la construction de 2 châteaux d'eau dans la périphérie sud de la ville de Kara et la pose d'un réseau additionnel de distribution d'eau dans la région. L'enjeu de ce projet phare n'a d'égal que l'immensité des retombées attendues. La réalisation de ce projet permettra d'augmenter la capacité de production en eau potable de la ville de Kara et de pourvoir aux besoins des populations, contribuant ainsi à améliorer le cadre de vie des usagers et leurs conditions de vie. En effet, 10 000 mètres cubes par jour d'eau potable supplémentaire seront mobilisés à partir des sources de Sara à Bafilo pour ainsi porter la capacité totale de production journalière de 7 500 mètres cubes à 17 500 mètres cubes. Ce projet vise également à soutenir le développement socio-économique de la ville de Kara et de ses environs, notamment Pia, Nyantougou, Pagoda, Ketao et Kanté, à travers un renforcement et une extension du système existant d'alimentation en eau potable de la ville de Kara et de ses environs.
un renforcement de l'alimentation en eau potable de Défalé, une densification du réseau par des branchements privés, une desserte en eau potable des localités de Bafilo et autres localités situées sur le parcours du réseau d'alimentation vers Kara. Je voudrais, au nom du gouvernement togolais, vous exprimer toute la reconnaissance de notre pays pour les appuis multiformes que vous ne cessez de nous apporter. Le projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable de la région de la Kara vient consolider un ensemble de réalisations des plus hautes autorités du pays dans l'amélioration de l'accès équitable des populations à cette denrée vitale. Au cours de ces 5 dernières années, les efforts du gouvernement dans le secteur de l'eau se sont intensifiés. Plusieurs projets ont été réalisés, notamment le projet d'hydraulique villageoise dans les régions maritimes et des plateaux, financé par la Banque islamique de développement sous forme de prêt. Il a permis de réaliser 422 forages équipés de pompes à motricité humaine, de construire 8 mini-adductions d'eau potable et 60 latrines communautaires pour un montant de 7 milliards. Le projet d'hydraulique villageoise dans les 5 régions économiques du Togo, financé sur fonds propres par l'État. Le projet d'hydraulique multi-usage pour la sécurité alimentaire au Togo, qui consiste à la réalisation d'une mini-adduction en eau potable et à l'aménagement de 40 hectares en irrigation goutte à goutte, financé par une institution sous-régionale. C'est le lieu de saluer la politique menée par le gouvernement sous la haute impulsion du chef de l'État, son Excellence, M. Faure Eswazina Gnassingbé, pour satisfaire les besoins sociaux de nos populations. Les deux parties ont salué l'excellence des relations de coopération qu'elles entretiennent depuis 1993. De cette coopération fructueuse, 9 projets socio-économiques ont été réalisés avec succès au Togo dans les domaines de l'énergie, de l'eau et des routes pour un montant de 67 milliards de francs CFA financés par le fonds cohésien. Et l'accès équitable des populations à l'eau potable dans toutes les régions du pays est une priorité du gouvernement. Vous suivrez un dossier de Joseph Amégan à cet effet dans le courant de cette édition. C'est un rendez-vous annuel, un cadre de discussion sur les enjeux du changement climatique et la définition des approches pour y faire face. Plus d'un mois après la tenue de la COP24 à Katowice en Pologne, que peut-on retenir? Les conclusions issues de cette conférence ont été partagées ce jeudi au plan national entre différents acteurs en charge des questions de lutte contre les changements climatiques. Le point avec Abel Olès et Yatar Atem. Les changements climatiques au cœur des débats internationaux constituent une menace réelle et un défi pour le développement. Les manifestations du phénomène au plan physique ont pour nom sécheresse, baisse de la pluviométrie, inondations, cyclones et élévation du niveau des mers, avec pour conséquence l'érosion côtière. Une situation qui interpelle la communauté internationale. À cette assise, les acteurs nationaux échangent sur les conclusions issues des travaux de la COP24. Lors de l'adoption de l'accord de Paris, il était demandé à tous les pays d'élaborer un certain nombre de documents que nous appelons les contributions déterminées au niveau national. Ces contributions-là devraient avoir pour objectif de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les pays. Les conclusions de la dernière conférence des parties avaient trait aux différentes modalités d'application des CDN et les éléments inclus dans les CDN. Au-delà de la question des CDN et des tests d'application, c'était penché sur 4 ou 5 questions phares, notamment la question de l'atténuation, la question d'adaptation, la question du financement, la question du transfert de technologie et la question des pertes et préjudices. Les effets induits par les changements climatiques ont suscité la réaction du gouvernement togolais qui a pris des mesures adéquates afin d'y faire face. Le souvenir des séries d'inondations
récurrentes en 2007 et 2008, ainsi que leurs conséquences désastreuses restent encore vivaces dans la mémoire collective de nos populations. C'est le fondement de l'intérêt sans cesse croissant que le président de la République, son Excellence, M. Faure Essozimna Gnassingbé, accorde à la lutte contre les changements climatiques au Togo. Le phénomène du réchauffement climatique continuera d'entraver notre marche vers le développement si nous ne changeons pas de paradigme pour nous orienter vers un nouveau modèle de développement sobre en carbone et plus résilient au changement climatique. Ce qui nous recommande d'intégrer davantage la question des changements climatiques dans nos politiques, stratégies, programmes et projets dans tous les secteurs d'activité. Je voudrais pour ce faire vous exhorter à scruter les diverses questions ayant fait l'objet de négociations au cours de la conférence de Katowice en lien avec les orientations environnementales du plan national de développement PND qui court la période de 2018 à 2022. Dans sa politique de lutte contre les phénomènes liés au changement climatique, le gouvernement togolais a initié plusieurs projets au niveau national, notamment le programme d'appui à la lutte contre le changement climatique, le projet d'adaptation au changement climatique, le plan national de reboisement et la stratégie nationale de gestion des feux de végétation. Il fait le bilan d'un an d'activité menée au service de l'inclusion financière, l'organisation du secteur informel, ainsi que l'appui au financement de l'entrepreneuriat à travers le FNFI, la DOSI et le PNPER. Le secrétaire d'État chargé du secteur informel et de l'inclusion financière fait donc le point des initiatives qui ont impacté positivement les populations bénéficiaires. Elles ont contribué à lutter contre la pauvreté et promouvoir davantage le bien-être, à en croire les résultats de ce bilan partagé avec les professionnels des médias ce jeudi à Lomé. Les détails avec Lucassi. Le secrétariat d'État auprès de la présidence de la République, chargé du secteur informel et de l'inclusion financière, passe au bilan de ses activités au titre de l'année 2018. Un bilan jugé satisfaisant. Le FNFI, par exemple, a pu octroyer plus de 80 milliards 847 millions de francs CFA de crédit aux populations, avec plus de 926 300 nouveaux bénéficiaires enregistrés et plus de 626 800 total de renouvellement. Le taux de remboursement de crédit est évalué à près de 95%, une performance imputable à la qualité des interventions des acteurs impliqués. 5 nouveaux produits sont annoncés au profit des bénéficiaires. Le secrétariat d'État s'est efforcé de mettre l'accent sur la qualité de ces interventions d'inclusion financière aux côtés des différents acteurs et bénéficiaires de notre pays. Ça s'est conclu donc pour un bilan 2014-2018 à plus de 80 milliards de crédits octroyés, à plus de 1 552 431 bénéficiaires touchés en termes de crédits d'inclusion financière à travers le FNFI, à travers la direction de la promotion de la finance inclusive, donc l'accompagnement en renforcement de capacités, notamment où l'accent a été mis sur la gouvernance des partenaires financiers, donc les institutions de microfinance qui nous accompagnent dans ce long chemin d'inclusion financière que nous poursuivons. Donc tout ça traduit de manière globale au niveau des chantiers qui ont été donnés au secrétariat d'État en matière d'inclusion financière, l'amélioration des performances que nous avons constatées, l'optimisation de notre trésorerie et également pour le FNFI principalement le défi de l'autonomisation que nous avions entamé en 2018 qui s'est concrétisé puisque depuis le 1er janvier 2019, le FNFI maintenant a acquis son autonomie financière. Chargé du projet School Assure qui permet depuis sa mise en œuvre de garantir une assurance santé aux élèves inscrits dans les écoles publiques, le secrétaire d'État Mazame Soa Assi fait le point de l'avancement de cette initiative. Pour le compte de l'année 2018 et 2019, 1 768 943 élèves ont été assurés sur l'ensemble du territoire national et 103 823 prises en charge. La DOSI et le PNPER ont été également scrutés dans leur fonctionnement. Au niveau du PNPER notamment, qui a rejoint le secrétariat d'État en cours d'année, donc en 2018, en juillet, ça s'est traduit également par la mise en œuvre des principales recommandations qui ont été faites
par le bailleur lors de sa revue à mi-parcours, qui s'est traduit en résultat au terme du travail effectué par un accroissement du taux de décaissement qui est passé de 9% en juillet 2018 à 16% en décembre 2018 au titre des activités qui ont été menées par le PNPER. Ça s'est traduit également dans les faits par la reprise des financements, puisque aujourd'hui, donc au 31 décembre 2018, nous avions 77 plans d'affaires en cours d'analyse et qui ont été validés pour la mise en financement. Et aujourd'hui, donc en début d'année 2019, nous avons déjà une centaine de plans d'affaires qui sont en attente d'évaluation par les comités régionaux de sélection pour être approuvés pour la mise en financement. Au niveau de la délégation à l'organisation du secteur informel, la DOSI, nous avons des perspectives pour 2019, notamment au travers des projets pilotes dont Zekeke qui accompagnent les conducteurs de taxi-moto dans notre pays. Après la phase pilote qui a permis à 168 bénéficiaires d'être accompagnés pour devenir des entrepreneurs à part entière, nous allons l'entendre maintenant, et c'est notre objectif, aux 6000 acteurs qui se sont inscrits sur l'ensemble du territoire, et nous espérons que d'ici la fin du premier semestre 2019, nous allons arriver déjà à entamer sereinement cette phase pilote. Mais cette continuité d'activité passe aussi par des réformes organisationnelles au sein de toutes les institutions. Les actions du secrétariat d'État s'inscrivent pleinement dans l'axe 3 du PND qui vise à favoriser l'émergence de tous les mécanismes d'inclusion financière et d'inclusion de toutes sortes. Le secrétariat d'État a mise sur la qualité et la gestion axée sur les résultats dans toutes ses actions et interventions pour atteindre les objectifs fixés dans chaque entité qui lui est rattachée pour juguler la pauvreté à la base et contribuer à l'essor de l'économie nationale. Je l'annonçais à l'instant, l'accès à l'eau potable, une priorité dans l'action gouvernementale. Le gouvernement s'engage avec ses partenaires à améliorer l'accès à l'eau potable à toutes les populations sur l'ensemble du territoire national. Plusieurs projets sont réalisés et d'autres sont en cours de réalisation. La finalité pour l'État togolais reste l'accès à l'eau pour tous. Joseph Amégan. La problématique de l'eau a toujours été au cœur des préoccupations des plus hautes autorités togolaises. Le président de la République, Faure Sosman-Gnassingbé, a entrepris depuis 2005 des actions concrètes d'amélioration des conditions d'accès des populations à l'eau potable. Des actions saluées et soutenues par les partenaires au développement. Et le développement socio-économique peut-il être possible sans un accès durable à l'eau potable dans les zones urbaines, semi-urbaines, tout comme rural, l'eau est au centre de tous les besoins. Le plan d'action national du secteur de l'eau au Togo se fixe pour objectif de porter le taux de desserte de 55 à 114% en milieu rural, de 49 à 55% en milieu semi-urbain et de 50 à 110% en milieu urbain. Pour réaliser cette ambition, l'État togolais bénéficie du soutien de ses partenaires, dont le Fonds cohésien, qui vient d'accorder un prêt d'un montant de 12 milliards de francs CFA au Togo. Cette enveloppe financière est destinée au financement du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville de Kara et de ses environs. Dans cette zone, on note un accroissement de la population élargie à certaines localités périphériques, notamment à Wangelo, à Chambade et Djamde. L'investissement se dit stratégique puisqu'il devrait permettre in fine de renforcer la desserte en eau des localités. Le projet va consister à mobiliser des ressources en eau de la rivière Sahara à Bafilo, à construire une usine de traitement d'eau avec un laboratoire d'analyse d'eau à Bafilo. À Kara, il est prévu la construction de 2 châteaux d'eau, la pose de réseaux additionnels de distribution d'eau dans la zone sud de la ville. La capacité journalière sera portée à terme à 17 500 mètres cubes d'eau. Le renforcement de la desserte en eau des villes de Bafilo, Kara, Ketao, Pagouda et Niamtougou sera une réalité. Les villes intermédiaires bénéficiaires du projet pourront voir naître de nouvelles agences de la TDE et de nouveaux emplois créés. Tous ces résultats qui vont être induits s'ajouteront à des projets récemment achevés ou en cours dans le secteur de l'eau au Togo.
On peut citer entre autres le projet AEP Lomé qui a permis de renforcer l'approvisionnement en eau de la ville de Lomé et ses périphéries. Le projet d'amélioration des conditions sanitaires en milieu scolaire rural dans la région des Savanes. 31 mini-AEP et 106 forages sont en cours de réalisation dans les régions centrales, Kara et Savane pour le compte du projet Bide-Uyemoa. Dans la région maritime, avec le projet PAE-OMD, la construction de 24 mini-AEP devant desservir 28 localités est en cours de réalisation. Tout ceci ajouté à la signature en octobre 2018 d'un accord de prêt avec la BOAD pour la réalisation de mini-AEP dans 21 localités des régions centrales et de la Kara, passer à environ 80% de la population de la zone du projet d'ici à 2030 n'est pas impossible. Tous ces efforts déployés visent ainsi à renforcer la couverture en eau potable dans l'ensemble du pays et dont le plan national de développement PND, validé le 3 août 2018 par le gouvernement, en a fait un objectif prioritaire. De ces signé Joseph Amégan. Et pendant ce temps sur le terrain, le CFMI, Centre de formation métiers industriels, accompagne les techniciens pour une meilleure productivité au niveau de leurs entreprises. Dans cette perspective, le centre forme depuis hier de nouveaux techniciens industriels venus de la SAT, Togocom, SGMT entre autres, une session de recyclage avec l'appui du Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel. Mabel Fiagnon et Augustin Kossi pour les précisions. Une visite dans les différentes installations pour permettre aux nouveaux stagiaires de s'imprégner des réalités du centre de formation aux métiers industriels CFMI. Puis, la première prise de contact avec les formateurs. Les apprenants vont ensuite être mis dans les conditions pratiques de travail. Ils sont une vingtaine répartis dans divers secteurs selon les besoins de leurs entreprises industrielles. Au niveau de la mécanique industrielle, tout comme à la tuyauterie industrielle ou encore la plomberie sanitaire, l'ambiance est déjà au travail. C'est Togo Télécom qui sont arrivés pour la reconversion, c'est-à-dire des gens qui n'ont jamais touché les tuyaux. Pour le premier jour, quels sont les tuyaux, les tuyauteries que nous utilisons? Après les tuyauteries, les appareils sanitaires. Les appareils. Et quels sont les appareils qu'en plomberie nous utilisons par exemple? En partant de ça maintenant, je suis en train de les apprendre maintenant comment connecter ces appareils pour qu'ils fonctionnent correctement. Actuellement, nous avons reçu des stagiaires de la SGMT, Grand Moulin. On leur donne la formation sur l'hydraulique, ce que c'est que l'hydraulique, afin de leur permettre, une fois retournés dans leur société, qu'ils puissent être en mesure d'intervenir efficacement. C'est l'initiation à l'hydraulique. On le fait pendant 5 jours. Mais si c'est pour l'approfondissement, on le fait sur 10 jours. Ce projet de formation ou de remise à niveau des techniciens industriels est subventionné par le Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel, FNAPP. À la rencontre avec les patrons des entreprises ayant envoyé les agents au renforcement des capacités, le CFMI présente l'importance pour les entreprises de remettre à jour les compétences de leurs employés. Le centre de formation au métier a deux publics. Les jeunes qui sont là pour un parcours de 14 mois, et qui sont formés, qui gagnent le centre à travers un concours organisé par l'État togolais avec un niveau bac scientifique. Et le second public sont les entreprises industrielles. Aujourd'hui, dans la sous-région, le CFMI, presque les grandes entreprises de la place, renforcent leurs techniciens, les ouvriers. Nous intervenons dans les domaines de l'électromécanique. Nous avons le froid et climatisation industrielle, nous faisons la chaudronnerie, tuyauterie industrielle, la mécanique diesel, engin chantier, groupe électrogène. Nous avons la mécanique générale, tout ce qui est usinage, et l'électronique qui est l'électromécanique, tout ce qui est régulation, disons automatisme, électropneumatique. Nous formons des vrais techniciens industriels. Le CFMI forme aux filières transversales du secteur industriel. C'est un dispositif mis en place par l'État togolais pour répondre aux besoins en main-d'œuvre qualifiée et renforcer la compétitivité des entreprises togolaises et étrangères.
Même registre, l'IRES-RDEC, l'Institut régional d'enseignement supérieur de recherche en développement culturel, accrédité par le CAMES depuis novembre 2018. Ces offres de formation répondent aux exigences du marché de l'emploi, des offres diversifiées cette année. L'information a été partagée avec les professionnels des médias ce matin à Lomé. Les détails avec Mary Agbo et Rachel Aoukou. Les diplômes de master et de doctorat de l'Institut régional d'enseignement supérieur et de recherche en développement culturel, IRES-RDEC, sont désormais reconnus et accrédités par le CAMES. La rigueur, le professionnalisme et l'expertise dont fait preuve cet institut n'ont pas laissé le CAMES indifférent. Avec une expérience de plus de 40 ans sur le terrain du savoir et de la connaissance, l'IRES-RDEC devient aujourd'hui une référence en matière de formation spécialisée en développement et culture. L'accréditation et la reconnaissance d'un diplôme d'enseignement supérieur confère à cet institut-là ou à cet établissement d'enseignement supérieur des obligations pour pouvoir maintenir cette flamme d'assurance qualité. Les diplômes que nous délivrons sont des diplômes professionnels. Au niveau des masters, le diplôme qui a été reconnu, c'est le master professionnel. C'est une rencontre des organisations de la société civile, journalistes et des acteurs étatiques pour l'évaluation de la mise en œuvre par le gouvernement togolais de la Convention inhumain et dégradant à 6 mois du passage du Togo devant le Comité des Nations Unies contre la torture. Une rencontre qui se veut un cadre d'analyse. Quelques soucis techniques avec le sujet que nous venons de suivre. Maintenant, nous allons suivre ce reportage sur le collectif des associations contre l'impunité au Togo, CACIT, qui a entamé depuis hier à Lomé une formation en vue de la préparation de la prochaine évaluation du Togo sur les droits de l'homme devant le Conseil des Nations Unies. La rencontre a mobilisé plusieurs acteurs du domaine. Le point avec Yves Agbevidi. Été fait en 2012, de voir ce qui a été fait. Quelques soucis techniques, je crois qu'on va y arriver. Le collectif des associations contre l'impunité au Togo, CACIT, qui a entamé mardi à Lomé une formation en vue de la préparation de la prochaine évaluation du Togo sur les droits de l'homme devant le Conseil des Nations Unies. La rencontre a mobilisé plusieurs acteurs du domaine. Yves Agbevidi. Et des acteurs étatiques pour l'évaluation de la mise en œuvre par le gouvernement togolais de la Convention contre les traitements inhumains et dégradants à 6 mois du passage du Togo devant le Comité des Nations Unies contre la torture. Une rencontre qui se veut un cadre d'analyse de la situation au Togo au vu des recommandations issues de la dernière évaluation. Le Togo est passé devant le Comité contre la torture en 2012. Des avancées ont été faites et ça, nous félicitons l'État togolais. En juillet 2019, le Togo va repasser et donc c'est l'occasion pour nous de faire le point sur la mise en œuvre des observations qui ont été faites en 2012, de voir ce qui a été fait, de voir ce qui n'a pas été fait et de préparer un rapport alternatif de la société civile qui sera présenté à l'occasion. Initiée par le collectif des associations contre l'impunité au Togo, CACIT, cette rencontre a établi un revirement de situation que le représentant du partenaire financier de la rencontre, l'Organisation mondiale contre la torture, OMCT, appelle post-vérité. À l'échelle du continent africain, il y a eu des périodes des années 90 notamment où de nombreuses constitutions ont consacré pleinement l'interdiction de la torture dans toutes circonstances. On remarque de plus en plus que ces vérités fondamentales qui ont été consacrées par les textes de loi et même par des constitutions sont de plus en plus remises en cause par des menaces, notamment sur le plan sécuritaire que traversent de nombreux États, sur le plan migratoire, qui font que les pratiques tendent à banaliser la pratique de la torture. Cette session ouverte ce matin à Lomé et qui prendra fin le 31 janvier 2019 a salué les avancées enregistrées par le Togo dans la promotion et la protection des droits de l'homme. Nous ouvrons à présent la page des sports. Claude Ama, bonsoir. Bonsoir, Présidence. Au menu de cette dernière page des sports du mois de janvier, du football, et nous démarrons par la rencontre Est-Togo-Port ASCO comptant pour la 14e journée du championnat national de première division. Effectivement, Prudence, une rencontre remportée par les portiers sur la marque de 3 buts à 0. C'était dimanche au stade municipal de Lomé. Reportage, Laurent Oumavo, récit
Tiens Putba. En début de rencontre, l'AS Togo-Port n'avait qu'une seule chose en tête, réussir la passe de 2 après sa précédente victoire sur Bourou d'Anéron. Les portiers néanmoins peinent à réaliser leur ambition. Il faut attendre la 13e minute sur faute de main dans la surface de réparation d'Asco pour que l'arbitre central Vicente Amédomé accorde le pénalty au poulain de Brahima Traoré. Le capitaine Ablamvi Djadja transforme le pénalty. AS Togo-Port 1, Asco de Kara 0. Score à la mi-temps. À la reprise, Asco essaie de revenir au score sans succès. À la 73e minute, l'attaque d'Asco rate son face-à-face avec le goal Colomégan Jean-Robert et l'action qui s'ensuit permet à Ibian à plat de doubler la mise pour l'AS Togo-Port. Les minutes passent et les condamnants se cherchent. Mais à la 96e minute, sur une hésitation de la défense d'Asco, Koulibaly Razak ajuste le portier PC Manu Rewa pour porter le score à 3-0. Pour ce qui concerne la sérénité, oui, il y a la sérénité. Maintenant, c'est réparti, on va attendre encore pour voir. Mais une chose est sûre, on voit que tout le monde essaie de donner ce qu'il a donné pour que l'équipe vraiment sorte de cette zone rouge très rapidement. Avec cette défaite, Asco de Kara se retrouve dans la zone de relégation et a l'obligation de gagner son prochain match à domicile face à Fordan de Dapan. L'AS Togo-Port de son côté, avec 2 victoires d'affilée, est propulsé hors de la zone rouge et doit confirmer par une 3e victoire consécutive face cette fois-ci à un adversaire d'un niveau plus élevé, Dito de Lomé. Football encore, Claude, le Togo veut se doter d'une équipe nationale féminine de football capable de rivaliser avec ses homologues africaines. Pour ce faire, un match amical international est prévu samedi à Lomé contre les Béninoises. Justement, c'est pourquoi, pour bien aborder justement ce match amical international, que la sélection nationale a effectué sa 3e séance d'entraînement hier au stade municipal de Lomé en présence de Jean Koufi et Deji. Issues de différents clubs du Togo, ces dames constituent l'ossature de l'équipe nationale locale. Elles s'entraînent en vue d'un match amical qu'elles vont livrer ce samedi face aux écureuils dames. Cette rencontre avec les Béninoises reste une initiative du promoteur Amenti Valentin qui compte redonner l'éclat au football féminin au Togo. En prélude des activités que la fédération pense à organiser, nous avons voulu regrouper ces jeunes-là en leur donnant la matière de s'exprimer. Nous allons nous jauger, nous allons nous mesurer par rapport à ce qui se fait sur le plan continental et progressivement nous allons jouer contre le Bénin ici à Lomé. En mars, nous allons jouer le match retour au Bénin et après nous allons faire un état de ce que nous avons déjà pu faire et rapidement nous allons nous tourner vers le Ghana pour nous mesurer aussi avec le Ghana. Et partant de là, nous aussi nous allons essayer de grimper les échelons pour affronter d'autres équipes plus fortes que ce que nous avons. Nous espérons que avec la nouvelle dynamique, nous aurons à avoir un appui vraiment financier et technique de la fédération, nous permettant de redonner vie à ce football. Le Togo doit se doter d'une équipe nationale féminine combative. Cela passe par ce regroupement. Depuis lundi à Lomé, ces dames sont soumises à un rythme de travail spécial. Objectif, faire mieux que les Béninoises lors de ce match amical. On est en train de combler le déficit physique. Maintenant, on va plus mettre l'accent sur la tactique. Voilà. On va plus faire tout pour organiser bien l'équipe tactiquement sur le terrain, au niveau des replacements et des déplacements. Donc c'est ça, on va cultiver ça dans les 2 jours qui viennent. Quand je compte sur mes coéquipiers, en nous voyant à l'entraînement, on sait qu'on peut arriver à faire quelque chose. Je demande au public togolais de venir massivement nous supporter pour qu'on puisse gagner ce match. Épervier dames face aux écureuils dames, la confrontation aura lieu ce samedi au stade municipal de Lomé à partir de 15h.
C'est tout pour la part des sports de ce soir. Mais j'espère que samedi, tu seras de notre nom pour supporter les dames. Merci, je l'espère également. Alors samedi, Jean-Kofi Dedi sera au rendez-vous de sport et détente. Merci et bonne soirée à vous. Avant de refermer cette édition, je donne lecture de ce communiqué du corps des sapeurs-pompiers. Le bureau des opérations et des transmissions du corps des sapeurs-pompiers enregistre depuis quelque temps des perturbations sur les lignes d'appel d'urgence 118, indépendamment de sa volonté. Ces perturbations constituent des appels n'aboutissant pas, sonnent dans l'air, en dérangement ou coupés ou occupés. Tous les opérateurs de téléphonie saisis sont à la recherche de solutions idoines. En attendant que les 10 services remédient à cette anomalie, le chef de corps informe le public que les services du corps des sapeurs-pompiers sont aussi joignables au numéro suivant. Dans la région maritime et Lomé commune, le corps est joignable au numéro 22 22 0004, 22 22 0802, 22 21 67 06, 22 22 05 17, 70 43 50 44. Pour le compte de la région des Plateaux, le corps est joignable au 70 44 05 82. Pour la région centrale, 70 44 05 79. Pour la région de la Cara, 26 60 09 45. 26 60 05 03. Et pour la région des Savanes, le 70 44 05 80. Par ailleurs, le chef de corps des sapeurs-pompiers présente ses excuses pour ces désagréments. Et notez le rendez-vous de ce soir, le Togo en marche, comme tous les derniers jeudis du mois. Vous retrouverez juste après moi, à 21h, Pierre Soussoupo, Adolphe Paka et leurs invités. Ils vont vous entretenir sur l'institution d'assurance sanitaire publique, INAM. Il s'agira de vous décliner ses succès et ses perspectives 7 ans après la mise en place et l'opérationnalisation de cette institution assure à 21h. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Passez une excellente soirée.